Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui est à propos d'un thème très important qui est l'hypocalcémie. Avec l'hypocalcémie, hypo signifie en dessous, cal fait référence au calcium et hémi fait référence au sang. Donc l'hypocalcémie signifie des niveaux de calcium inférieurs à la normale dans le sang, généralement inférieurs à 8,5 mg par décilitre. Maintenant, le calcium existe comme un ion avec un double charge positif, ici le métal le plus abondant dans le corps humain. Et on va passer à une petite division de la répartition du calcium dans le corps humain. Environ 99% de ce calcium est dans nos os sous forme de hydroxyapatite, également à polyphosphate de calcium. Le dernier 1% est divisé de sorte que la majorité, environ 0,99, est extracellulaire, ce qui signifie dans le sang et dans l'espace interstitiel ou entre les cellules, et le 0,01% restant est intracellulaire. Des niveaux élevés de calcium intracellulaire provoquent la mort des cellules. C'est exactement ce qui se passe pendant l'apoptose, également appelée mort cellulaire programmée. C'est pour cette raison que la cellule dépense beaucoup d'énergie pour garder le taux de calcium intracellulaire bas. Maintenant, on va répondre à une question qui est comment le calcium pénètre à l'intérieur de la cellule. C'est à travers deux types de canaux aux portes. Le premier type sont des canaux ligands dépendants qui sont principalement contrôlés par des hormones ou neurotransmetteurs. Ces canaux sont ce que la plupart des cellules utilisent pour laisser le calcium à l'intérieur de la cellule. Et ce schéma représente approximativement le mécanisme d'action de ce type de canaux. En ce qui concerne le deuxième type, sont des canaux voltage dépendants qui se trouvent principalement dans les muscles et les nerfs, et aussi sont principalement contrôlés par les changements dans le potentiel de membrane électrique. Donc l'entrée et la sortie de calcium dans la cellule se fait à travers différents types de canaux. En ce qui concerne l'entrée de calcium dans la cellule, on a deux types de canaux comme on a déjà vu qui sont les canaux ligand dépendants et les canaux voltage dépendants. C'est pareil pour la sortie, le calcium utilise deux types de canaux qui sont des pompes à calcium dépendants de l'ATP ainsi que des échangeurs sodium-calcium Na+Ca+2. En outre, la majeure partie du calcium intracellulaire est stocké dans les organes comme les mitochondries et le réticulum endoplasmique lisse, et libéré sélectivement au moment volé comme vous voyez dans le schéma suivant. Maintenant, la majorité du calcium extracellulaire est divisée presque également entre deux groupes qui sont le calcium diffusible et le calcium non diffusible. Le calcium diffusible est séparé en deux sous-catégories qui sont le calcium ionisé libre et le calcium complexé. Le calcium ionisé libre est impliqué dans toutes sortes de processus cellulaires comme potentiel d'action des neurones, la contraction des squelettes, aussi que la contraction des muscles lisses et cardiaques, la sécrétion d'hormones et la coagulation du sang qui sont étroitement régulés par des enzymes et des hormones. En ce qui concerne l'autre catégorie qui est le calcium complexé, qui est où le calcium est chargé positivement et lié de manière ionique à une minuscule charge négative des molécules comme l'oxalate qui est un petit anion trouvé en petite quantité dans notre sang. Le calcium complexé forme une molécule qui est électriquement neutre et assez petit pour traverser les membranes cellulaires. Mais contrairement au calcium ionisé libre, n'est pas utile pour les processus cellulaires. Enfin, on a le calcium non diffusible qui est lié à des protéines chargées négativement comme l'albumine et la globuline, et le complexe protéine calcium résultant est trop volumineux et chargé de traverser les membranes, c'est-à-dire ne peut pas traverser les membranes facilement, laissant cet calcium ne plus inclus dans les processus cellulaires.
Lorsque le niveau extracellulaire de calcium corporel change, il est détecté par une surface récepteur dans les cellules parathyroïdiennes appelées capteurs de calcium récepteurs. Cela affecte la quantité d'hormones parathyroïdiennes qui est libérée par la glande parathyroïde. L'hormone parathyroïdienne ou PTH, appelé aussi parathyrohormone, amène les os à libérer du calcium et provoque la réabsorption de plus de calcium par les reins pour qu'il ne soit pas perdu dans les reins. Et enfin, le PTH entre dans la synthèse de calcitriol, également connu comme vitamine D dans sa forme active. À son tour, la vitamine D active augmente l'absorption du calcium dans le tube digestif. Tous ensemble, ces effets aident à garder le niveau extracellulaire de calcium dans un intervalle très étroit entre 8,5 et 10 mg par décilitre. Parfois, cependant, le niveau de calcium total dans le sang, qui comprend à la fois le calcium diffusible et le non diffusible, le sang peut varier un peu en fonction du pH du sang et du niveau de protéines. Cela se produit parce que l'albumine contient des acides amino-acides comme le glutamate et l'aspartate qui ont des groupes carboxyles qui sont dans le sous forme de CO- ou COH. Globalement, l'équilibre entre ces deux sous-formes change en fonction du pH du sang. Quand il y a un pH élevé ou une alcalose, il y a très peu de protons qui flottent et de sorte que ces groupes carboxyles ont tendance à être sous la forme de CO-. Plus de groupes CO- ont tendance à rendre l'albumine chargée négativement. Et comme le calcium est chargé positivement, les contraintes s'attirent et l'albumine chargée négativement se fixe sur le calcium, ce qui signifie qu'il y a plus de calcium lié et moins de calcium ionisé libre dans le sang. Et donc, même les niveaux totaux de calcium sont les mêmes, il y a moins de calcium ionisé, qui est celui qui est important pour les processus cellulaires et peut entraîner des symptômes d'hypocalcémie. Ainsi, toute condition entraînant une hypoalbuminémie ou un faible taux d'albumine entraînerait une perte de calcium liée, tandis que dans le même temps, les concentrations de calcium ionisé libre restent essentiellement les mêmes en raison de la régulation hormonale. On parle alors de fausse hypocalcémie ou de pseudo-hypocalcémie car il y a moins de calcium global dû à moins de calcium lié, mais les niveaux de calcium ionisé libre sont toujours les mêmes. Alors, pour qu'il y ait trop peu de calcium dans le sang ou une véritable hypocalcémie, il y a deux possibilités. Soit moins de calcium entrant dans le sang, soit trop de calcium sortant du sang. Moins de calcium entrant dans le sang est la cause la plus fréquente et peut être due à une hypoparathyroïdie ou des niveaux inférieurs de l'hormone parathyroïdienne ou une activité inférieure de l'hormone parathyroïdienne. Cela peut être causé par l'ablation chirurgicale de la glande parathyroïde, la destruction auto-immune de la glande parathyroïde, des problèmes congénitaux impliquant la glande parathyroïde comme le syndrome de Digeorge. Une déficience en magnésium nécessaire à la production de l'hormone parathyroïdienne, ainsi que des niveaux faibles de vitamine D peuvent également entraîner une hypocalcémie. Parmi les causes de la carence en vitamine D, on a l'alimentation, le cirrhose, la malabsorption et le manque de soleil. Et puis on a la deuxième cause qui est trop de calcium qui est dans le sang. Cela peut se produire lorsque trop de calcium ionisé est excrété. Normalement, le calcium est filtré du sang dans le glomérule des reins, mais ensuite réabsorbé dans le sang par le néphron afin qu'il ne soit pas perdu. En cas d'insuffisance rénale, le néphron ne réabsorbe pas efficacement le calcium, ce qui lui permet d'être excrété dans les urines. Un exemple différent serait une lésion tissulaire comme l'hybrellure, la rhabdomyolyse et le syndrome de lyse timorale, où un grand nombre de cellules meurent en libérant des phosphates intracellulaires dans le sang. Le phosphate se lie au calcium ionisé et forme des phosphates de calcium, le rendant insoluble et en diminuant efficacement la quantité totale dans le sang.
D'autres processus inflammatoires peuvent également être en cause, comme la pancréatite aiguë, car elle libère les acides gras finissent par se lier au calcium ionisé qui est également insoluble et précipite sous forme de substances savonneuses. Enfin, les taux de calcium ionisé peuvent chuter à la suite d'un trop grand nombre de transfusions sanguines, parce que les additifs dans le sang, comme le citrate et l'acide éthylène-déamine tétraacétique ou EDTA, pouchylate ou se lier au calcium, formant un calcium complexé qui est une molécule inactive. De faibles niveaux de calcium ionisé affectent une variété de processus cellulaires, en particulier les neurones électriquement actifs. Normalement, l'état de repos des canaux sodiques est stabilisé par les ions calcium, ce qui les empêche de s'ouvrir spontanément et de provoquer potentiellement une dépolarisation. Avec de faibles niveaux de calcium extracellulaire, les canaux sodiques voltage dépendants sont moins stables et plus susceptibles de s'ouvrir, ce qui permet à la cellule de se dépolariser plus facilement et rend le neurone plus excitable. Cela peut déclencher la tétanie ou la contraction involontaire des muscles, un symptôme classique d'hypocalcémie. La décharge spontanée des neurones conduit également au signe de Chvostek, c'est-à-dire la contraction des muscles faciaux après que le nerf facial a été légèrement tapé avec le doigt à 1 cm sous l'apophyse zygomatique. Il peut également provoquer le signe de Trousseau, qui est l'endroit où un brasard de tensiomètre obstrue l'artère brachiale, et que la pression sur le nerf est suffisante pour le déclencher, ce qui entraîne un spasme musculaire qui fait fléchir le poignet et les articulations métacarpophalangiennes. D'autres symptômes comprennent des crampes musculaires, des douleurs abdominales, des picotements périoraux qui picotent autour de la bouche et dans les cas extrêmes convulsions. L'hypocalcémie diagnostiquée sur la base d'un faible taux de calcium dans le sang généralement inférieur à 8,5 mg par décilitre. De plus, un électrocardiogramme peut présenter des changements tels qu'un KT prolongé, un segment ST prolongé et les arythmies comme les torsades de pointe et la fibrillation auriculaire. Pour identifier la cause, les tests de laboratoire sont généralement effectués, notamment des tests de l'hormone parathyroïdienne, des vitamines D, albumine, phosphore et magnésium. Dans l'hypocalcémie, l'objectif principal est de normaliser les niveaux de calcium en utilisant une formulation comme le calcium supplémentation en glyconate et dans le cas échéant en vitamine D. Pour récapituler rapidement, l'hypocalcémie décrit une faible concentration de calcium ionisé libre dans le sang qui résulte le plus souvent d'un défaut de production des hormones contrôlant le calcium comme l'hormone parathyroïdienne et la vitamine D active. Des faibles niveaux de calcium peuvent causer certaines cellules excitables à être plus excitables, ce qui entraîne la tétanie, des spasmes musculaires et dysfonctionnement cardiaque. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.